Donc pour cette séance de séminaire, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Métayer. Guillaume Métayer est chercheur au CNRS. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment un Nietzsche et Voltaire, d'après sa thèse de doctorat, et un livre sur Anatole France. Il a également traduit de l'allemand, du hongrois et bientôt du slovène. Et il va vous parler de musique et imposture en se centrant essentiellement sur la figure de Nietzsche. Merci. Je voudrais d'abord remercier Carole Beffa de son invitation à intervenir dans son séminaire, en ces lieux ouverts à tous et prestigieux. Le thème du séminaire musique et imposture, intégré à l'ensemble des leçons de sa chaire de création artistique, ne pouvait me laisser indifférent, dans la mesure où la dénonciation de l'imposture, sous toutes ses formes, imposture juridique des condamnations de Calas et de Dreyfus, imposture religieuse, imposture sociale, constitue l'un des grands thèmes communs aux écrivains et philosophes auxquels j'ai consacré l'essentiel de mes recherches. Nietzsche, Voltaire, Anatole France, unis par une commune tendance démystificatrice. Mais c'est certainement dans l'œuvre de Nietzsche, plus que dans celle de ses deux autres écrivains, plus même sans doute que dans celle d'aucun autre philosophe, à part peut-être Jean-Jacques Rousseau, que l'idée d'un lien à interroger entre musique et imposture est la plus forte. Cette relation occupe dans l'œuvre de Nietzsche une place centrale à la mesure de l'importance des motifs de la musique et du masque dans son œuvre. Le nom qui vient immédiatement à l'esprit, à l'intersection de ces deux thèmes, dans son œuvre et sa pensée, est évidemment celui de Richard Wagner. Par-delà sa cohérence philosophique profonde, l'œuvre de Nietzsche est traversée par une apparente contradiction, en tout cas par un retournement spectaculaire, celui qui fait du plus grand et du plus puissant admirateur de Wagner. Nietzsche découvre Wagner à 17 ans en 1861, et leur première rencontre a lieu en 1866. Lui qui le célèbre en 1872 dans La naissance de la tragédie, devient l'adversaire le plus acharné de Wagner, une hostilité qui culmine dans deux œuvres tardives, Le cas Wagner en 1888 et Nietzsche contre Wagner en 1889, auquel je vais me consacrer ici parce qu'elle présente un portrait du musicien en imposteur. Il faut préciser que la soudaineté de ce revirement nietzschéen n'est qu'apparente. D'abord, Nietzsche confie au papier ses doutes sur Wagner dès 1875. De plus, ce retournement concerne le jugement de Nietzsche. Et il n'a pas pour corollaire un retournement complet dans l'entendement, si on peut reprendre ce vocabulaire kantien. Je veux dire que les critères, la structure de pensée de Nietzsche ont évolué de manière beaucoup plus fine et nuancée que ce revirement pourrait le laisser croire. C'est l'application de ces critères à l'objet, Wagner en l'occurrence, qui se retourne, elle, radicalement, plutôt que les critères eux-mêmes, même s'il s'agit aussi d'une évolution mutuelle de l'objet et des valeurs, que l'un et l'autre sont engagés dans un cercle herméneutique aux effets réciproques, qu'en changeant de vision sur Wagner, Nietzsche affinait aussi ses valeurs et restait fidèle à son intuition originelle. Mon propos rapide et amical d'aujourd'hui consistera simplement à rappeler les linéaments de ce cas très frappant et quasi unique de dénonciation d'une imposture musicale par un philosophe. Essayer d'en comprendre ou d'en approcher, d'en esquisser les modalités et la logique, d'en tirer peut-être des incitations à la réflexion pour aujourd'hui et pour l'avenir, comme disaient Nietzsche et Wagner, c'est-à-dire pour Carole Beffa. Alors, pour paraphraser les célèbres titres d'Ecce Homo, Comment j'écris de si bons livres, Pourquoi je suis si malin, on pourrait dire Comment je dénonce l'imposture, en faisant parler Nietzsche, bien évidemment. Que se passe-t-il quand le plus grand philosophe de son temps dénonce le plus grand musicien de son temps ? En soi, ce phénomène ne devrait pas cesser de nous interpeller, comme on dit, et de nous étonner. On balayera d'emblée les motivations biographiques, personnelles, psychologiques, voire psychiatriques,
qui ne sont pas de notre propos, car nous voulons suivre le principe philologique, cher à Nietzsche, de la lectio difficilior. Or, pour comprendre la position de Nietzsche, il faut lire ses pamphlets en philologue, c'est-à-dire lentement, en postulant la cohérence. Ce n'est pas évident parce qu'en apparence, Nietzsche ne semble presque faire qu'asséner des slogans, des formules, du type « Wagner est une névrose », par exemple. Nietzsche pense qu'un philosophe est le médecin de la civilisation, c'est-à-dire quelqu'un qui interdit et qui prescrit. Et il s'est posé profondément la question de savoir comment légiférer en matière de goût. Il a tout de suite défini la musique comme l'irréfutable par excellence. C'est pourquoi il s'est tourné vers la forme du pamphlet satirique et a obéi à la nécessité d'un style philosophique très particulier, fait de suggestions plus que d'argumentation. Nietzsche ne cesse en effet de répéter, y compris dans le cas Wagner, qu'il ne sert à rien d'argumenter. Un instinct qui se donne des justifications rationnelles s'affaiblit. Le fait même de se justifier par la raison l'affaiblit. C'est pourquoi Nietzsche crée des images qui sont non seulement des satires, des caricatures, mais en tant que telles, des interprétations. La première de ces images, celle qui nous intéresse le plus et qui a une résonance profonde dans son œuvre, c'est le portrait du compositeur en imposteur, de celui qui compose en celui qui en impose, qui cherche en tout cas à en imposer. Or, cette métaphore de l'imposteur, Nietzsche la martèle, autre manière peut-être de philosopher à coups de marteau. Il la ressasse tout au long de ces deux pamphlets. Une variation sur un même thème. Je voudrais en donner quelques exemples pour essayer de montrer la cohérence imaginaire de cette satire. Par-delà l'impression d'entassement qu'elle pourrait donner à une lecture rapide. Nietzsche, on le sait, recourt volontiers à la métaphore animale. Je pense à la fable des 3 métamorphoses dans Ainsi parlait Zarathustra, mais aussi à ses poèmes, à ses épigrammes en particulier, qui sont un véritable zoo. Et bien ici, il décrit Wagner à 2 reprises comme un serpent à sonnette. La traduction française, excellente par ailleurs, ne me semble pas rendre tout à fait justice à l'original. Elle dit « Quel rusé serpent à sonnette, toute sa vie agitant bruyamment sa crécelle, il nous a rebattu les oreilles de dévouement, de fidélité et de pureté. » Et l'allemand nous dit, excusez mon accent, « Was für eine kluge Klapperschlange, das ganze Leben hat sie uns von Hingebung, von Treue, von Reinheit vorgeklappert. » Donc en fait, en allemand, on a le même mot, « klapper », à la fois pour exprimer, décrire le serpent, « Klapperschlange », et pour le verbe, « vorgeklappert », c'est-à-dire que le dévouement, la fidélité, la pureté sont en fait les anneaux sonores. Clapper, c'est la castagnette, la claquette, la cliquette, le hochet, etc. Bon, la crécelle en un sens, c'est vrai, mais c'est dans un seul verbe. C'est en fait le bruiteur du serpent. C'est-à-dire que les grandes valeurs wagnériennes sont, dans l'imaginaire de Nietzsche, le bout des écailles de la queue du serpent à sonnette. Et c'est en faisant tourner sa queue que Wagner hypnotise, comme un serpent est censé hypnotiser, même si on hypnotise aussi les serpents, Wagner hypnotise son auditeur. Vorgeklappert, je pense que le préfixe est à la fois devant les yeux et en même temps le côté vorgemacht, c'est-à-dire contrefaire, avec l'idée d'une tromperie. Donc, le fracas des grands mots hypnotise l'auditeur et la métaphore est parfaitement construite, un petit peu comme ce que dit Heidegger d'Ainsi parlait Zarathustra, des animaux de Zarathustra, puisque le serpent est un hypnotiseur venimeux, exactement ce que décrit Nietzsche quand il parle de Wagner. Par ailleurs, le serpent, c'est aussi, bien sûr, le Wurm, le Drache, donc le ver, le dragon de la tétralogie. Donc en fait, puisque quand on reprend l'histoire des Nibelungen avant Wagner, Friedrich de la Motte Fouquet a écrit un Sigurd der Schlangentöter,
c'est-à-dire le tueur de serpents. Donc en fait, Wagner est un Fafner, nous dit Nietzsche. Et donc, en démasquant l'imposture, à travers une métaphore animale, qui peut paraître d'abord simplement violente, mais qui en réalité a toute une cohérence, en démasquant l'imposture, Nietzsche, en quelque sorte, endosse les habits du héros wagnérien et devient le Siegfried qui n'a pas peur d'affronter le dragon Wagner qui était de surcroît son maître. Ces images, donc, c'était un exemple parmi d'autres, un peu extrême, je le reconnais. Ces images fusionnent, donc sont très riches de sens. Nietzsche réussit à fusionner un grand nombre de philosophèmes ou de concepts dans une seule image. Et ces images sont cohérentes en elles-mêmes, mais elles sont aussi cohérentes entre elles. Une deuxième grande image de l'imposteur, Wagner, c'est l'image de la maladie. C'est en fait, apparemment, on pourrait penser que Nietzsche entasse des images contradictoires. Wagner est un malade, Wagner est un animal, Wagner est un serpent, etc. En fait, c'est toujours la même image de l'imposteur. Parce que la maladie dont il est question, c'est une maladie théâtrale. C'est l'histrionisme. L'histrionisme de Wagner, ce n'est pas simplement le goût qu'a Wagner pour la scène, c'est véritablement une forme de maladie assimilable en un sens à l'hystérie. Et Nietzsche le dit d'ailleurs très précisément. Il dit « Rien n'est en tout cas mieux étudié de nos jours que le caractère protéin de la dégénérescence. » C'est-à-dire que la maladie est protéenne, protéiforme, la maladie est imposture, la maladie est théâtre. Ce n'est donc pas seulement une maladie intrinsèquement théâtrale, mais une maladie aussi qui se travestit en théâtre. On voit donc qu'on navigue entre une pulsion malade qui fait tendre au comédien et un travestissement de la maladie. On ne sait pas, il y a une fusion entre les deux, une fusion complète entre ces deux images. Et la raison pour laquelle cette image de l'imposteur est centrale dans la critique nietzschéenne de Wagner, c'est parce qu'en fait, Nietzsche s'en prend au théâtre en Wagner. Et là, on peut se demander s'il s'agit véritablement d'une critique de l'imposture musicale ou d'une imposture qui est celle du théâtre dans la musique, c'est ce qu'écrit Nietzsche, de la prise de pouvoir du théâtre dans la musique. Et c'est ce ne cesse d'expliquer Nietzsche, que la musique n'est pour Wagner qu'un moyen et qu'aucun vrai musicien ne peut penser comme cela. Tout vrai musicien doit penser que la musique est une fin. Wagner n'est pas un véritable musicien, il est avant tout un homme de théâtre, donc un imposteur et un histrion. À la fin du paragraphe 12 du cas Wagner, Nietzsche en vient un petit peu comme à la fin de l'Antéchrist à dresser une liste une sorte de table de la loi, que le théâtre n'en vienne pas à dominer tous les autres arts, que le comédien ne devienne pas le suborneur des purs, que la musique ne devienne pas un art de mentir. Pour Nietzsche, nous avons affaire à un déclin de l'art, un déclin aussi des artistes, qu'exprime cette formule « Le musicien se fait maintenant comédien, son art devient de plus en plus un art de mentir ». Pour lui, Wagner est avant tout un comédien. Au départ, dit-il, il y a chez lui une hallucination non pas de son, mais de gestes. Ce n'est qu'ensuite qu'il a cherché une sémiotique sonore adaptée à ces gestes. Les formules sont innombrables. Si vous ne savez pas qui est Wagner, c'est un comédien de première force, sa faculté dominante, hystrio, etc. Il parle aussi de théatrocratie, la foi aberrante en une prééminence du théâtre, en un droit que le théâtre aurait de régner sur les arts et sur l'art.
mais il ne faut pas se lasser de clamer à la face des wagnériens ce qu'est le théâtre, toujours un en-deçà de l'art, toujours quelque chose de secondaire, de grossi, quelque chose de gauchi, de forgé de toutes pièces à l'usage des masses. Donc, dans cette dénonciation de l'imposture, Nietzsche essaye de montrer que Wagner n'est pas un véritable musicien, mais qu'il s'appuie sur des moyens secondaires et subalternes, des moyens malhonnêtes. Pour ce faire, dans sa satire, c'est véritablement une satire que le cas Wagner, il utilise un procédé assez étrange, qui est le procédé de la prosopopée, qui consiste à faire parler une figure, et il fait parler le succès de Wagner pour dénoncer l'imposture. Le succès de Wagner, comme une sorte de personnification, vient expliquer ses ficelles dans une sorte de discours cynique involontaire qui n'est pas sans rappeler certains discours cyniques de la tétralogie, notamment de Mime à certains moments, une sorte de transparence du personnage. Alors, quelles sont les ficelles de l'imposteur ? C'est d'abord le grandiose. Le vrai musicien, et le vrai musicien qu'est Wagner, travaille sur des choses plus fines. Mais pour renverser, c'est le grand terme utilisé par Nietzsche, renverser son public, Wagner va chercher à faire du grandiose, qui ne correspond pas à son don fondamental d'ailleurs, ni à la physionomie de l'époque. Comment faire pour renverser ? L'un des moyens les plus évidents est physique. Il s'agit d'étudier les instruments. Quelques-uns d'entre eux parlent aux tripes, d'autres chatouillent irrésistiblement la moelle épinière. La couleur du son ici est décisive, la nature exacte du son importe peu. Etc. Plus nos timbres poseront d'énigmes, plus on nous trouvera d'esprit, agaçons les nerfs, assommons-les. Donc, des recettes, pour le coup, musicologiques, qui apparaissent dans le portrait, mais aussi des recettes philosophiques, des recettes esthétiques. La beauté est chose difficile, gardons-nous de la beauté. Et la mélodie, donc. Alors, je ne sais pas si cette satire wagnérienne a des répercussions sur la conception qu'un compositeur contemporain comme Karol Beffa peut se faire de la musique, mais je pose la question en espérant qu'il y apportera des réponses, peut-être tout à l'heure, quand j'en aurai fini, ou peut-être dans une autre séance. Donc, autre ficelle, l'enharmonie. Et je me tourne encore vers Carole. Et avec cette image très amusante du musicien comme acrobate de l'enharmonie. La passion ou les acrobaties de la laideur sur la corde raide de l'enharmonie. Autre point névralgique de la critique nietzschéenne de Wagner, bien sûr, le leitmotiv. Comment Nietzsche interprète-t-il le leitmotiv dans cette satire ? Wagner nous prend en somme pour des trois petits points. Il répète la même chose tant de fois que l'on n'en peut plus et que l'on finit par y croire. Donc, Nietzsche semble s'en prendre au comédien au nom du musicien. Mais en réalité, on peut se demander si c'est véritablement ce qui se passe dans ce pamphlet. S'agit-il vraiment d'une revanche de la musique face à l'instinct de l'histrion, de la musique pure, de la musique idéale, de la musique romantique allemande? Eh bien, probablement pas, parce que, en réalité, le théâtre a besoin de décors. Il a besoin de trompe-l'œil, il a besoin de faux semblants, de faux fuyants. Et au fond, nous dit Nietzsche, il a besoin de la métaphysique. Finalement, le comédien de son idéal, qu'est Wagner, selon l'expression de Nietzsche, a besoin de présupposer tout un monde idéal pour pouvoir jouer la comédie.
Ce n'est donc pas au nom de la musique absolue que Nietzsche va attaquer Wagner, mais il va chercher une voie plus étroite pour critiquer son imposture. Alors je repasse par quelques images, donc très nombreuses dans les pamphlets de Nietzsche sur Wagner, et notamment sur l'image de l'hypnose. On a déjà vu tout à l'heure à propos du serpent. À la fin du paragraphe 5, par exemple, Nietzsche écrit, à propos de Wagner donc toujours, « Il est le maître des passes hypnotiques les plus forts, il les renverse comme des taureaux. » Alors là, c'est encore une polyphonie très habile, parce que passe, c'est à la fois une passe hypnotique et une passe de corrida, et il les renverse comme des taureaux, c'est bien à ça que Nietzsche fait référence. Évidemment, il a ouvert le cas Wagner sur une référence à Bizet, sur un éloge de Bizet, et de Carmen en particulier. Donc on est dans une atmosphère, disons, ibérique. D'autant plus qu'en allemand, en fait, on dit fort comme un taureau. Donc les plus forts, il les renverse, on dit stark wie ein Stier, donc il renverse les plus forts comme des taureaux. En fait, c'est comme si on disait comme des bœufs. Bref, c'est pour dire à quel point il y a dans l'écriture satirique de Nietzsche une polyphonie, une polysémie qui est quasiment musicale, et qui évidemment entre en rivalité avec la musique de Wagner. Le génie de la satire contre l'imposture musicale. Donc l'hypnose. L'hypnose le mène au magnétiseur. Il parle du magnétiseur. Donc, mais il parle aussi de Wagner comme de Cagliostro, le Cagliostro de la modernité. Et là encore, dans cet apparent entassement d'images, en fait c'est toujours bien sûr l'image de l'imposture, mais c'est toujours une image d'une imposture qui va chercher sa force dans le fluide céleste, comme le magnétiseur, ou bien dans l'idée d'être un messie, comme Cagliostro. Parce que Cagliostro s'est présenté comme une sorte de nouveau messie. Et au fond, en filigrane, et même plus qu'en filigrane, on lit dans le pamphlet de Nietzsche que Nietzsche présente Wagner comme un faux messie. Il fait de Wagner le portrait d'un faux messie, d'un nouveau Christ, d'un Christ parodique. On le voit bien d'ailleurs dans la fusion qu'il propose de l'image du serpent et du Christ. Le serpent de tout à l'heure, toujours le serpent à sonnette, a le vrai bonheur de serpent qu'a dû éprouver le vieux maître en voyant venir à lui tous ses petits-enfants. Donc, quand on lit Cagliostro, qui dit qu'il il est celui qui est, il n'est d'aucune époque et d'aucun lieu, on voit bien qu'il s'agit d'une sorte de faux messie, tout à fait comme Wagner. Et un moment important du cas Wagner consiste dans le déploiement d'une interprétation de toutes les œuvres de Wagner comme des mystiques du salut, à un tempo extrêmement rapide qui rappelle les caricatures voltairiennes de Shakespeare, de manière vraiment très, très, très frappante. Donc Wagner est en fait un musicien qui est en fait un comédien, et qui, comme comédien, a besoin d'un arrière-fond idéal, un arrière-fond mystique, une image finalement christique et messianique, et dont les œuvres proposent une forme de salut, la fameuse Erlösung, qu'on entend chanter dans Le Hollandais volant, par exemple, et dont Nietzsche se moquait sur la couronne mortuaire de Wagner, Erlösung dem Erlöser. Il fait beaucoup de jeux de mots là-dessus. Donc, Wagner est une sorte de faux messie charlatanesque autour duquel se pressent des disciples qui sont souvent eux-mêmes en proie à l'hystérie, comme autour de Cagliostro ou de Mesmer, et qui sont aussi souvent des wagnériennes. C'est évidemment l'idée que l'hystérie est une maladie féminine. Cette idée culmine dans l'idée que Wagner lui-même est une femme, puisque l'imposteur est aussi une sorte de travesti. Il y a un travestissement sexuel de Wagner, ce qui est un peu la première des wagnériennes, on pourrait dire, car sur ces vieux jours, écrit Nietzsche, Wagner était tout à fait femini generis. Enfin, c'est comme ça que j'interprète ce génitif.
Je ne sais pas si Carole a une autre interprétation, mais je crois que ça veut dire qu'il était du sexe féminin, du genre féminin, et non pas qu'il appartenait tout entier au genre féminin, ce qui serait un datif, qui serait plutôt liste selon Nietzsche. Donc, apparemment, la musique, apparemment cet imposteur, l'imposture que dénonce Nietzsche serait l'imposture du comédien face à la musique, mais c'est aussi l'imposture du métaphysicien, et en ce sens, c'est aussi l'imposture de la musique métaphysicienne, telle qu'elle s'est développée, on pourrait dire, dans le romantisme allemand, pour faire ça vraiment à gros traits. Et donc, en réalité, au XIXe siècle, bien sûr, donc en réalité, il y a une subtilité de cette satire qui consiste à jouer du rigorisme musical et luthérien contre les arts de la scène pour, en réalité, faire advenir l'idée d'un autre type de musique. Wagner serait celui qui, en mettant la musique romantique sur la scène, révèle son inauthenticité. Il ne s'agit donc pas de jouer une musique instrumentale, intime, familiale, contre une musique scénique, dramatique, histrionique, mais plutôt de les faire, en quelque sorte, se confronter et exploser l'une contre l'autre dans une stratégie polémique assez habile, me semble-t-il. Donc, le véritable enjeu, c'est finalement un autre rapport entre musique et philosophie que celui qui a présidé à la musique du XIXe siècle allemand. Et c'est pourquoi il faut prendre tout de même au sérieux l'éloge de Bizet, même si Nietzsche est un peu revenu dessus, il parle d'une antithèse ironique, il faut le prendre au sérieux parce qu'il indique un rapport de probité, selon un concept nietzschéen très important, un rapport de probité avec la musique. Ce rapport de probité est lui aussi mis en scène dans l'écriture nietzschéenne, dans sa qualité littéraire, puisque le cas Wagner s'ouvre sur, finalement, d'abord sur un jeu, quelqu'un qui parle en son propre nom, sur une expérience personnelle de musique, de mélomane, sur un récit, sur le récit de quelqu'un qui était à un concert, qui sortirait d'un concert en quelque sorte. Donc on est dans une mise en scène d'une forme non pas d'authenticité, mais disons de probité personnelle, d'expérience ancrée dans une personne particulière, ce qui ne semble pas être une réfutation d'une idée pour Nietzsche, le fait qu'elle soit ancrée dans une expérience. Donc, tout le début du cas Wagner, qui ressemble un peu à un monologue intérieur, à la façon du sous-lieutenant Gustel, si on veut, eh bien, montre ce qu'est un rapport de probité à la musique. J'ai réussi, dit-il, à triompher de mon impatience, à ne pas sortir du concert, etc., etc. C'est-à-dire des choses des expériences musicales tout à fait probes. Et ce que décrit Nietzsche est aussi très intéressant parce qu'il dit que Bizet donne à penser, libère l'esprit. C'est exactement l'inverse de ce que fait l'imposture wagnérienne selon lui. C'est une œuvre qui, dit-il, rend philosophe. Alors là, c'est évidemment une provocation, mais qui est, je pense, volontaire et lourde de sens. C'est le paradoxe d'une œuvre au fond peu philosophique, qui n'a aucune prétention philosophique, comme Carmen, aucune prétention métaphysique, qui n'est, à ma connaissance, est beaucoup moins entourée de textes théoriques, de commentaires personnels, d'auto-commentaires que l'œuvre de Wagner, et qui rendrait beaucoup plus philosophe que l'œuvre de Wagner, qui, elle, au contraire, est farcie d'idées métaphysiques, schopenhaueriennes notamment. Donc, Nietzsche essaye de casser la relation ombilicale de la musique et de la métaphysique dans la tradition allemande. Il pense réunir musique et philosophie en les séparant, avec une musique qui serait pleinement une musique et qui permettrait
à l'esprit de vagabonder en liberté en l'écoutant, et non pas d'être obligé, tyrannisé par une métaphysique soulignée par la musique, comme ce que selon lui propose Wagner. C'est au fond exactement la même dialectique que dans la haine, cette guerre ou cette haine des sexes qu'il décrit, de l'amour véritable, l'amour naturel, décrit par Carmen, c'est-à-dire juste précisément une séparation des sexes qui ne se rencontrent qu'à certains moments privilégiés et qui ne sont pas sans cesse dans une sorte d'unité factice. Donc, Nietzsche nous apprend que la musique la plus intéressante pour la philosophie n'est pas forcément celle qui est remplie de concepts et entourée de littérature. En réalité, je crois que le terme de littérature, dans le cas Wagner, ne signifie pas écriture littéraire. Je crois qu'il signifie littérature secondaire au sens allemand, hein, contrairement à certaines interprétations. Donc, Nietzsche s'en prend dans Wagner, non seulement à l'imposteur, à l'homme de théâtre, mais à celui qui a révélé une imposture fondamentale, une imposture plus discrète, mais qui était déjà en germe, qui est l'imposture des liens incestueux, pourrait-on dire, entre la musique et la métaphysique. Et là, on a toute la critique de l'ineffable, c'est comme ça en tout cas que ça a été traduit par M. Emery, qui est en fait en allemand Ahnenmachen, donc faire pressentir, le faire pressentir. On est toujours dans cette idée d'un décor, un décor métaphysique vers lequel on s'élance, on est comme dans une Sehnsucht, dans une nostalgie, un manque de quelque chose de jamais vraiment, que l'on n'atteint jamais vraiment. Wagner ne donne pas de solution, alors qu'au contraire, Bizet, comme exemple, comme indice de ce que pourrait être une autre musique, Bizet, lui, donne des solutions qui pleuvent ou qui grêlent, dit Nietzsche, dans l'ouverture du cas Wagner. Bien sûr, on le sait, l'authenticité, enfin la probité du mélomane, elle a un lieu particulier, un creuset qui la révèle, c'est la physiologie. La musique qui n'est pas métaphysique, c'est en fait une musique physique, c'est le corps, et dans la description que donne Nietzsche de ses réactions à la musique de Bizet, le corps tient une place extrêmement importante. Il parle de son pied qui bouge, il a de son souffle, de son estomac. Il s'agit donc d'une sorte d'évidence corporelle qui s'oppose aux complexités, aux complications métaphysiques. Mon corps tout entier, dit-il, car l'âme, cela n'existe pas. Donc on voit qu'à l'occasion de cette satire qui semble gratuite et excessive, qui est excessive, assurément, Nietzsche fait en réalité advenir un certain nombre de concepts à la fois... il ouvre en fait des horizons à la fois philosophiques et, je crois, musicologiques ou musicaux. Il est en train de mettre à distance le modèle wagnérien et avec lui un siècle entier de musique qu'il considère comme une imposture. Cette idée de distance est très importante. Elle est thématisée par lui dans un concept qui s'appelle le pathos der Distanz, c'est-à-dire le sentiment passionné de la distance. Le sentiment passionné de la distance, c'est ce que ressent quelqu'un lorsque, immédiatement, il perçoit qu'il n'est pas du même monde, pourrait-on dire, qu'une autre personne, ou qu'un livre. C'est ce que Nietzsche ressent face à la Bible, par exemple. Et le cas Wagner, ou Nietzsche contre Wagner, ce sont des efforts personnels pour créer le pathos der Distanz, ce sentiment passionné de distance, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on a soi-même le plus adoré et admiré, en l'occurrence Wagner. Et c'est pour cela que sa satire
Je crois que c'est pour cela que sa satire est unitaire, que ses métaphores ont une unité. L'unité du corps qui a porté Wagner, du corps nietzschéen qui a porté Wagner, eh bien, on la retrouve en inversé, si on peut dire, dans l'unité de la satire, qui est à la fois satire de l'imposteur, satire d'une maladie, satire d'une hypnose. Donc, Pathos der Distanz est mise en scène d'une satire totale qui répond en quelque sorte à l'art total nietzschéen. Cette totalité, portée par un corps écoutant, si on peut dire, est portée aussi par une époque dont Wagner est le représentant, l'époque de décadence, en français dans le texte, est tiré de Paul Bourget, puisque Nietzsche, dans ses pamphlets en question, reprend l'idée de l'inactualité, c'est-à-dire l'idée qu'il faut dépasser son propre temps en soi et que Wagner serait finalement l'exemple même de cet effort inactuel que Nietzsche a effectué. Donc, en conclusion, Nietzsche semble jouer, a priori, de la tradition rigoriste de la musique absolue, de la musique pure, contre la musique théâtrale, dramatique, mais disons théâtrale, théâtralisée, la musique qui devient une imposture scénique, dont Bayreuth est pour lui le symbole. Mais en réalité, il déplace les lignes, il s'en prend aussi à tout l'arrière-fond métaphysique de la musique wagnérienne. Il s'en prend au petit théâtre de la tradition musicale elle-même, de manière d'autant plus cruelle que Wagner avait, dans ses écrits théoriques, décrit l'Allemagne comme le pays où on fait de la musique pour soi-même, pas pour briller, dans la décentralisation et dans la famille. Le pays où on ne monte pas sur scène, finalement. Donc avec cette cruauté-là. L'intimité de la musique a été exhibée par Wagner lui-même à son corps défendant, ou plutôt en raison de son instinct fondamental, révélant l'improbité foncière de cette musique métaphysique. Nietzsche feint de jouer la tradition rigoriste, mais se juge contre l'imposture dramatique, mais ce jusqu'au boutisme de sa critique a une autre visée. Une musique et une philosophie de l'avenir, non plus métaphysique et morale, mais fondée sur la probité du corps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qu'un compositeur aujourd'hui peut penser de cette critique par Nietzsche de certains des postulats wagnériens. D'abord sur la question de la mélodie, puisque tu m'as indirectement posé cette question. C'est en fait une question qui, je crois, avant Nietzsche, remonte à Stendhal et à l'appréciation qu'il a de deux musiques qui ne sont pas la musique française d'un côté et la musique allemande de l'autre, mais la musique italienne et la musique allemande. J'ai essayé de retrouver une citation. Stendhal soutenait dans la première moitié du XIXe siècle que, je le cite, « La musique des Allemands est trop altérée par la fréquence des modulations et la richesse des accords. Cette nation veut du savoir en tout et aurait sans doute une meilleure musique, ou plutôt une musique plus italienne, si ces jeunes gens, un peu moins fidèles à la science, aimaient un peu plus le plaisir. » C'est pratiquement mutatis mutandis, en changeant musique italienne pour musique française, le type de critique que Nietzsche fera quelques décennies plus tard. Alors qu'en est-il au XXe siècle ? Parmi les paramètres, pour employer un terme qu'ils apprécient, du son que les tenants de l'avant-garde des années 1950 ont voulu mettre à bas, la mélodie est certainement le premier, avec
le rythme avec l'harmonie. Mais le premier parce que c'est celui qui, de la façon la plus nette, fait référence à un lyrisme qu'il convient d'abattre, selon cette idée de la tabula rasa. J'ai longtemps pensé, quant à moi, qu'on pouvait tout à fait se priver de mélodie quand on écrivait de la musique, aujourd'hui, alors même qu'il me semble que les autres dimensions essentielles de la musique, que sont la pulsation, par exemple, et l'harmonie, étaient absolument essentielles et indispensables. Je pense que j'en suis revenu. Il m'a semblé longtemps qu'on pouvait avoir une musique d'état, une musique suspensive, peut-être typique de cette musique des clouds, dont il a été question plusieurs fois dans les séances précédentes. Je crois désormais que pour qu'une musique puisse avoir un discours, et faute de quoi elle risquerait sans doute de faire sombrer l'auditeur dans l'ennui, il faut qu'il y ait une part, sinon de mélodie, du moins de thématisme. Et lorsqu'un thème en vient à s'affirmer, il ne peut pas être autre chose qu'une mélodie. Un thème peut avoir quelque chose de la brièveté du motif, peut avoir quelque chose de la singularité d'un thème qui soit presque exclusivement rythmique, mais au bout d'un certain temps, le thème doit être, d'une certaine façon, mélodique. Se priver donc de mélodie me semble effectivement difficile aujourd'hui. S'agissant de la question du corps et des corps, c'est vrai qu'une grande partie de la musique contemporaine, j'ai eu l'occasion de le mentionner un peu en parlant de cette pièce qui s'appelle La Nef des Fous, il y a, je crois, 3 séances, une bonne partie de la musique contemporaine est fâchée avec la vitesse, est fâchée avec le dynamisme, est fâchée avec l'aspect chorégraphique des choses, et je pense que c'est lié à un tabou qui serait celui du corps. Qui pourrait aujourd'hui prétendre parmi les musiciens contemporains que sa musique se prête, je ne dis pas à une chorégraphie, parce que toutes les musiques s'y prêteraient, mais puisse être effectivement ressentie intérieurement pour être dansée? Je pense qu'il y en a assez peu. Ce n'est pas parce que les chorégraphes peuvent avoir envie, pour les raisons qui leur sont propres, de mettre en musique ce qui leur passe par la tête, et parfois les musiques les plus bruitistes, les moins pulsées qu'ils soient, pour autant que toutes les musiques s'appréhendent de façon corporelle. Ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des cas limites pour lesquels un chorégraphe va avoir envie de mettre en musique telle ou telle musique qui a priori nie le corps, que le corps doit être absent des musiques. Je pense qu'il s'agirait plutôt d'un cas limite et non d'un modèle à imiter. Et puis ensuite, il y a cette question essentielle de la métaphysique dans les musiques d'aujourd'hui. Là, j'ai l'impression que ce que dessine Nietzsche, c'est en réalité 2 types de modernité. On aurait une modernité héritée de Wagner et du romantisme, modernité qui irait vers davantage de chromatisme, qui passerait par Vienne essentiellement, avec les 3 Viennois que sont Schoenberg, Berg et Webern, via probablement à la fois Wagner et Mahler, de façon différente dans les 2 cas. C'est une musique qui va être une musique plutôt du dramatisme, qui se situe au cœur des tourments, qui va chanter probablement la souffrance, la douleur, la douloureuse solitude parfois. Et puis à côté, il y aura un hédonisme plus franchement assumé, qui n'est pas nécessairement français seulement, même si chez Nietzsche, c'est Carmen et Bizet qui en sont le modèle, mais ce serait, je dirais, une modernité franco-russe ou peut-être même franco-hispano-russe qui engloberait aussi bien des compositeurs comme Manuel de Falla que toute cette modernité russe qui fait réaction au romantisme et aux excès du pathétique. C'est finalement l'idée qu'il faut réinjecter une part de plaisir, d'hédonisme dans la musique, et paradoxalement, alors même que la musique des tenants de l'avant-garde des années 1950, qui commençait un peu daté, voulait un geste fort qui soit celui de la tabula rasa, le plus souvent, ils n'ont fait que rendre paroxystiques certains des symptômes du romantisme. Voulant se couper de tout, je crois que pour l'essentiel, dans le primat accordé à l'artiste dans sa singularité, dans le primat accordé à la dissonance et à la douleur en musique, dans le primat accordé à la métaphysique par rapport au plaisir,
et dans la négation du corps, je crois qu'ils se sont révélés être les plus sûrs continuateurs du romantisme, ce dont ils se défendraient probablement. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'accueillir Jérôme Ducrot, qui va nous parler d'atonalisme. L'atonalisme et après est le titre de sa communication. Voilà pour le séminaire. Et quant au cours, il portera sur le cinéma muet sous la rubrique « Comment accompagner un film muet ». Je vous remercie.